That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, je suis très content aujourd'hui de faire cette émission. Ça a pris du temps et j'en suis vraiment désolé. Donc, je voulais surtout d'abord remercier la patience et la bienveillance de mes invités. Voilà, donc c'est un plaisir. On va parler d'un livre, Paradoxe au pluriel, sur l'acteur numérique, jeu, corps, persona. C'est ce livre-là. Voilà, avec Marlon Brando. C'est édité chez Pure, Presse universitaire de Rennes. Je les remercie pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et c'est un ouvrage collectif, donc dirigé par 3 personnes, Christophe Damour, Arnaud Duprat et Hélène Valmarie. Arnaud Duprat était déjà venu pour nous parler de La Maman à putain il y a quelques mois. Les 3 personnes sont là, je suis très content, je vous remercie. Comment allez-vous? Très bien. Oui, ça va. Oui, très bien. Bon, c'est une question très godardienne, je la pose toujours pour savoir un peu, et puis parfois il y a des gens qui prennent le jeu, qui disent je ne sais pas si ça va ou ça va pas, mais bon, en tout cas je suis très content que vous soyez là. Bien évidemment, dans le descriptif de la vidéo, comme d'habitude, il y a un lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur le livre pour celles et ceux qui veulent bien évidemment se le procurer. Alors, première question, très très simple, c'est un ouvrage collectif. Est-ce que l'idée du livre est venue d'une série de conférences? Comment ça s'est passé? En gros, la genèse de ce livre, ça vient d'où exactement? Alors, c'est venu de moi et en même temps pas de moi. C'était mon équipe de recherche, mon laboratoire de recherche, qui avait développé pendant plusieurs années un projet de recherche qui s'appelait TechNess et qui, en gros, pour faire vite, était un projet de recherche qui réfléchissait sur les conséquences esthétiques, artistiques des nouvelles technologies. Et dans ce cadre-là, j'avais déjà organisé à Rennes 2, avec une doctorante qui s'appelait Anouk Bélanger, une journée d'études sur le montage à l'ère du numérique. Et en fait, pendant cette journée d'études, il y avait eu des universitaires qui étaient venus faire des communications. Il y avait eu aussi des monteuses qui étaient venues nous parler de leur expérience du numérique. Et en fait, pendant cette journée d'études, il a été beaucoup question de l'acteur. Et donc, à partir de là, l'idée est arrivée de faire un livre sur cette question du numérique, mais avec véritablement une réflexion précise sur l'acteur. Et donc voilà, et comme je connaissais déjà depuis plusieurs années Hélène et Christophe à travers un groupe de recherche qui s'appelait le GRAC, le groupe de recherche sur l'acteur de cinéma, donc je les ai contactés, on en a discuté, on a vu un petit peu les possibilités qui s'offraient à nous. Et alors dites-moi si je me trompe, mais si mes souvenirs sont bons, au tout début on était parti vraiment sur l'idée du numérique au sens large, tournage numérique, caméra numérique, etc., etc. Et assez rapidement on a décidé de se centrer plus précisément sur tout ce qui était en fait effets spéciaux, c'est-à-dire performance capture, etc., etc. C'est-à-dire tout ce qui est traité dans le livre. Et donc voilà, nous 3, on a organisé 3 journées d'études, une à Rennes, une à Caen, une à Strasbourg. Et voilà, le livre est né de ces travaux-là. Ce livre-là est aussi l'aboutissement, il s'inscrit dans un mouvement qui est beaucoup plus ancien, parce qu'effectivement, on est tous les 3 de ce groupe du GRAC qui avait été créé dans les années 2000 sous l'égide de Christian Viviani à l'Université Paris 1. Et donc pendant des années, on a organisé des matinées actorales, des journées d'études, des colloques autour du thème de l'acteur sur différents thèmes. Et aussi sur différentes universités. On avait eu des partenariats sur différentes universités. On avait abordé la question de l'acteur en série, par exemple, à une époque. On avait abordé la question du visage. Et puis, donc, l'acteur à l'ère du numérique, c'est sous l'impulsion, effectivement, des collègues, notamment du groupe TechNess, notamment de Gilles Mouelic à Rennes, qu'on avait consacré cette dernière série d'études multi-universités entre Rennes, Strasbourg et Caen,
sur cette question de l'acteur numérique. Donc voilà, ce projet est un peu l'aboutissement aussi de cette longue série de rencontres scientifiques amicales autour de cette question de l'acteur qu'on a décliné. On a eu une journée d'études sur l'acteur de dos, on a eu une journée d'études sur l'acteur et le vieillissement. Enfin, on a décliné comme ça pendant plusieurs années différentes axes, différents éclairages pour aborder la question de l'acteur, qui est quand même ce qui nous réunit. Et puis donc la question du numérique s'est imposée un petit peu avant le Covid, en 2018. Et donc ce livre-là a été conçu dans la foulée et il est l'aboutissement de ces 3 journées d'études qui ont eu lieu tout au long de l'année 2018 sur nos 3 universités. Et est-ce qu'il y a eu des changements entre les journées d'études et ensuite par rapport à la structure finale du livre? Est-ce qu'il y a eu des textes qui ont été rajoutés, des changements au niveau de la structure? En gros, comment ça a été pensé? Alors, la plupart, je crois que tous les intervenants des journées d'études ont leur texte ici. Après, moi, j'ai un texte que j'avais pas communiqué pendant les journées d'études, donc j'ai un texte en plus. Après, sur la structure, oui, je crois que ça a un peu changé. On n'avait pas les journées d'études, c'était pas structuré. Voilà, retour du refoulé théâtral, refoulé animal, refoulé organique. Ça, ce sont des choses qui ont émergé en fait un peu quand on a fait la synthèse de tout ce qui avait été dit dans ces journées, où on avait plutôt une journée sur la motion capture. Voilà, c'est moins évident. On retrouve pas exactement l'organisation des programmes de chaque journée dans la structure du livre. Ça a été un petit peu réorganisé au vu de ce qui avait été dit, même si finalement, dans l'appel à communication des journées, on avait déjà ces questions-là quand Arnaud Dizon avait resserré sur l'acteur. C'est vrai que en fait, quand on avait commencé à lire un petit peu sur le numérique, sur la question de l'acteur, on avait vite eu ces questions-là de quels refoulés actoraux reviennent, surgissent avec le numérique. Donc, c'était des propositions dans l'appel à communication et qu'on retrouve finalement dans le livre. Qu'est-ce qui fait que, question peut-être un petit peu banale, certes, mais alors je sais que depuis quelques années, ça commence à devenir une évidence de s'interroger sur un film à travers les corps des comédiens et des comédiennes. Mais voilà, je voudrais savoir qu'est-ce qui a fait que cet aspect-là du cinéma et aussi du théâtre, mais ça on va en parler après, parce que c'est un peu peut-être la finalité du livre. Qu'est-ce qui fait que il fallait que vous vous êtes intéressé à ça, à ce lien entre l'acteur et le numérique, et surtout, c'est quoi ces fameux paradoxes? En fait, j'y pensais quand Arnaud et Christophe répondaient à votre première question, c'est-à-dire que avec toutes ces journées, depuis le début du GRAC et toutes ces matinées d'études, on en faisait tous les samedis matins, toutes ces matinées d'études, ces journées d'études, ces colloques sur l'acteur qu'on a fait, qui ont réuni pas mal d'universitaires. Je pense qu'on était arrivé quand même, et puis des ouvrages qui commençaient à apparaître, on était arrivé à une certaine maîtrise de l'analyse de l'acteur, à savoir comment aborder cet objet, qu'est-ce qu'on allait chercher à l'écran. Et en fait, le numérique a un peu bousculé tout ça, c'est-à-dire on sait ce qu'on fait c'est-à-dire que quand on a un singe devant nous à l'écran, est-ce que les outils qu'on a avec l'analyse d'un acteur, d'un être humain, est-ce que ces outils sont encore opérants? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut analyser une créature et donc, c'était un peu ce qui était, je pense, assez stimulant et excitant pour nous, c'était de mettre à l'épreuve nos outils, mettre à l'épreuve de nouveaux objets, de s'interroger sur leur intérêt, ou est-ce qu'il fallait en inventer d'autres. Donc, c'est agréable quand on est chercheur d'avoir l'impression d'avoir une spécialité et d'être bon dans un domaine et de le maîtriser, mais c'est encore plus agréable de voir bousculer ce qu'on pense, ses assurances. Et donc c'était un peu une des choses qui nous a attirés avec ce projet que nous a soumis Arnaud, c'est-à-dire comment on fait face à un dragon, un singe, comment on fait pour analyser ce qu'on a à l'écran, et par quoi on passe. Et par exemple, je pense qu'une des choses, un des outils qu'on n'utilisait pas tant que ça, nous, dans nos études de l'acteur, où on était vraiment dans notre approche stylistique très, très,
centré sur ce qui est à l'écran. Voilà, ce qui compte, c'est ce qui est à l'écran. C'est pas ce que le réalisateur dit de l'acteur, c'est pas les témoignages. C'est voilà, nous on voit ça et qu'est-ce qu'on en fait, comment on analyse cette gestuelle. Et là, face à ces créatures, on s'est retrouvé, par exemple, beaucoup à travailler sur des objets qui n'étaient pas du tout, dont on ne se servait pas avant, qui sont tous ces making-of qu'on a de tournage de Beowulf ou de Benedict Cumberbatch qui est par terre à faire le dragon, ou voilà, tous ces trucs, un peu voilà, des outils qu'on n'utilisait pas et qui là sont extrêmement précieux pour nous, pour faire le lien entre ce qui est à l'écran et le travail de l'acteur. Donc, je pense que nous, ce qui nous a intéressé, c'est ça. C'est-à-dire, comment on fait, quoi? Comment on fait? Est-ce qu'on peut encore analyser l'acteur quand on a devant nous quelqu'un qui est plus un humain, qui a plus grand-chose à voir avec l'acteur? Et qu'est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'on va chercher les traces de l'acteur? Est-ce qu'on va chercher autre chose? Je pense que ça, c'était un des éléments qui nous a intéressés. Après, je vous laisse parler des paradoxes sur le comédien, de Diderot et du numérique, les garçons. Ouais, je voudrais ajouter aussi par rapport à ce que tu as dit, Hélène, je me retrouve dans ce que tu dis, et je pense aussi qu'il y avait je dirais le plaisir de travailler sur quelque chose qui est un peu qui était peut-être un peu méprisé dans de nombreux commentaires, c'est-à-dire bon, la performance capture, voilà, c'est les acteurs qui ne sont plus visibles à l'écran concrètement, qui disparaissent et qui vont jouer dans des lieux fermés avec des tuniques, etc. Et donc il y avait souvent on pouvait trouver des commentaires un peu négatifs sur toutes ces nouvelles technologies. Et le plaisir pour nous aussi, c'était un petit peu de balayer un peu ça et puis de se poser de vraies questions et savoir si ces commentaires étaient justifiés ou si au contraire il y avait sur de nouvelles modalités, s'il y avait toujours de la création actorale dans tous ces films-là, concrètement. Et d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, on a eu du mal au début à trouver des gens pour participer à nos journées. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tant que ça de personnes travaillant ou voulant travailler ou étant intéressées par ces aspects-là. Donc, du coup, c'était encore plus intéressant. Et puis ça traduit, pardonnez-moi Christophe, avant que vous preniez, mais ça traduit aussi ce que je disais au début de ma question, de mes deux questions, c'est que ça reste encore, un terrain sur lequel on n'a pas forcément envie d'y aller pour des raisons qui me dépassent, c'est le travail sur l'acteur. Mais quand on finit de lire le livre, on a aussi cette sensation que ce rapport au numérique n'est pas un rapport régressif par rapport au jeu d'acteur. Bien au contraire, même, vous dites en gros que finalement, ça a permis de retirer une frustration que le cinéma hollywoodien a connue. Et on va en parler de ça aussi. Et je trouve ça intéressant, le fait que si je devais résumer grossièrement, on va dire vraiment grossièrement, c'est qu'il y a plus de progression que de régression dans ce travail au numérique, de ce rapport au numérique. Et voilà. Donc, je reviens sur les fameux paradoxes. Ce serait quoi ces paradoxes sur l'acteur numérique? Alors, déjà, comme Hélène l'a rappelé, c'est une référence à Diderot et au fameux paradoxe sur le comédien que théorise Diderot à la fin du XVIIIe siècle, et qui est cette contradiction entre le ressenti du comédien réel et ce qu'il doit projeter au public. Diderot est un des premiers à se poser la question comment bien jouer tous les soirs et comment être un bon acteur. Et il défend l'idée de l'acteur du jugement qui maîtrise son intériorité et qui peut jouer l'allégresse même s'il est triste à l'intérieur du moment qu'il touche le public et qu'il passe la rampe. Et donc, il y a le paradoxe qu'il énonce, c'est ce paradoxe-là entre l'acteur et son personnage. Cette dualité-là, on la retrouve, et un des paradoxes qu'on retrouve à l'ère du numérique. Mais nous, ce qui nous intéressait, outre le clin d'œil à Diderot, qui était une des premières réflexions sur l'art du comédien, c'est nous demander à la fois qu'est-ce que le numérique fait à l'acteur, c'est une question méthodologique, qu'est-ce qu'un acteur modifie dans sa manière de jouer, d'appréhender un rôle par rapport au numérique, et aussi nous, en tant qu'analystes, comme l'a rappelé Hélène, comment nous, est-ce qu'on modifie nos méthodes d'analyse gestuelle. Donc, ça se posait aux deux niveaux, à la fois méthodologiquement pour l'acteur, et puis nous, en tant qu'analystes du jeu de l'acteur, qu'est-ce que ça change pour nous? Et donc, le paradoxe que
l'un des paradoxes qu'on voyait était le suivant, était de se dire comment est-ce qu'une technique ultra contemporaine remet en jeu un peu différentes certitudes. Et on a pisté au moins trois paradoxes qu'on a raccroché à cette question de refouler, c'est-à-dire que une technique ultra contemporaine comme la performance capture ou comme toutes les nouvelles technologies appliquées à l'acteur permettent de réactiver en fait des éléments ancestraux, ou en tout cas beaucoup plus anciens, qu'il s'agisse d'un retour au théâtral, c'est-à-dire comment est-ce que l'ultra contemporain finalement nous ramène aussi à des questions classiques de rapport du cinéma au théâtre. Comment est-ce que quelque chose d'ultra contemporain ramène aussi à toute une permanence de stratégie ou de procédés de mise en scène qui existaient déjà au temps du classique. Et puis aussi, autre paradoxe, cette dualité-là entre le numérique, le virtuel, le synthétique, la synthèse, et puis le corps réel. Que devient le corps réel? Et finalement, on s'est aperçu que le corps réel ne disparaît pas tant que ça, le théâtre ne disparaît pas tant que ça, le classicisme ne disparaît pas tant que ça, et le théâtre non plus. Et donc, il s'agissait à chaque fois de revenir un peu sur ces certitudes-là, sur ce qui a été ébranlé par le numérique, à la fois en termes de méthodologie de l'acteur ou méthodologie de l'analyse, et de voir ce qui reste, ce qui évolue, de nuancer aussi, parce que le retour au théâtral est lui-même nuancé aussi, notamment dans le dernier texte, Simon Danielou et Jean-Baptiste Massuet, sur le fait qu'en fait, la liberté est peut-être moins évidente qu'on ne le pense et qu'on ne le vend. Il y avait aussi toute une stratégie de marketing autour de ces nouvelles technologies qui ont non seulement aussi amené un discours dans le champ médiatique sur les nouvelles technologies qui a un peu induit en erreur ou mal orienté les uns les autres. Et puis aussi, ce qui nous a intéressé, c'est ce que les nouvelles technologies ont eu comme influence esthétique et narrative. C'est-à-dire qu'il y a des fictions du numérique, c'est-à-dire que certains corps d'acteurs sont utilisés d'une certaine manière. Il y a eu une influence du numérique sur ces réflexions-là, l'organique et le virtuel, la dualité sur laquelle Hélène a proposé un texte, et qui sont théorisés dans des films, que ce soit King Kong, notamment dans l'article de Jacques Demange sur la question du théâtral, ou que ce soit dans Blade Runner, par exemple, sur la question de l'hologramme, sur la question du double. Et voilà, il nous a semblé, tous ces éléments-là étaient vraiment intéressants, puisque problématiques et souvent apparemment contradictoires, et à nuancer et à questionner constamment. Il y a un exemple, je vais faire une digression sur un exemple qui est assez un peu récent, c'est le film The Irishman de Martin Scorsese. Là, pour le coup, on est vraiment dans un film qui travaille beaucoup sur le vieillissement, sur ce que c'est qu'un personnage, et c'est ça qui est assez passionnant. Et il y a eu cet effet spécial par rapport à, ces effets spéciaux concernant certains personnages où on les voyait rajeunis, et ça avait été assez, si je me trompe pas, mais ça avait été assez critiqué. Et quand on lit le livre, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on s'aperçoit que cette évolution technique, finalement, donne au jeu des comédiens une espèce de complexité assez passionnante peut-être il n'y avait pas autrefois. Et je voulais savoir, est-ce que cet aspect-là du numérique, pour le coup, complexifie le jeu d'acteur, lui donne quelque chose qu'on n'avait pas soupçonné, et c'est ça que voilà. Est-ce qu'il y a un rapport comme ça très complexe au jeu? Est-ce que ça te permet cela? Alors moi, je distinguerais deux types de fictions, les fictions qui problématisent et utilisent à bon escient les nouvelles technologies, et puis celles qui l'utilisent peut-être de façon un peu plus maladroite. En tout cas, la plupart de la critique, les réactions critiques par rapport à The Irishman étaient plutôt négatives sur cet aspect-là. De même que pour Gemini Man, par exemple, de Ang Lee, c'est-à-dire que la plupart des critiques, à tort ou à raison, y ont vu plutôt un ratage. Ce qu'on a dit sur The Irishman, c'est que le de-aging était quand même assez impuissant sur certains éléments, notamment sur ce qu'on appelle la signature motrice ou la démarche ou le corps. C'est-à-dire qu'on peut rajeunir éventuellement des rides, on ne peut pas rajeunir un mouvement. Or, la capture de mouvement, quand l'humain a complètement disparu, il n'a justement pas complètement disparu. S'il a disparu comme enveloppe corporelle, ce qui ne disparaît pas de lui, c'est sa signature motrice. C'est pour ça qu'on
peut continuer, comme Hélène l'a montré, comme d'autres l'ont montré dans l'étude d'Andy Serkis, par exemple. On peut continuer à les analyser parce que même s'il n'y a plus leur enveloppe corporelle, il reste quelque chose de leur idiosyncrasie qui est leur mouvement. C'est pour ça qu'on capture le mouvement ou les mimiques. Or, ça, il n'y a pas de performance capture, il n'y a que du de-aging dans The Irishman. Et donc, on enlève un peu des rythmes, on n'enlève pas un empattement, on n'enlève pas une lenteur d'hommes de 70 ans, comme le sont De Niro et Pacino dans ce film-là. Et donc, pour moi, l'utilisation du numérique dans ce film-là est assez problématique et résout pas tout à fait tout. Et pour moi, c'est plutôt une limite dans ce film-là. Mais après, comme pour Gemini Man, par exemple. Gemini Man, je trouve que c'est un film qui théoriquement aurait pu être réussi, mais qui est raté aussi par plein d'autres aspects, notamment techniques, parce que le clone est mal fait, mais aussi parce que la réflexion sur la vieillesse de Will Smith est pas un sujet, puisque justement, c'est un corps un peu comme Tom Cruise qui vieillit pas. Donc, appliquer une jeunesse numérique sur Will Smith, n'a pas vraiment de sens. Et du côté de The Irishman, même, il y a des choses aussi qui sont un peu ratées. Par exemple, les yeux. C'est-à-dire qu'on avait fait les yeux bleus de Niro pour le transformer en irlandais, mais ses yeux restent des yeux d'homme de 70 ans. Et le regard est encore quelque chose aujourd'hui. Les nouvelles technologies n'arrivent pas à numériser. C'est le grand... on peut numériser à peu près n'importe quoi, mais pas le mouvement ni le regard, qui restent peut-être les deux derniers territoires de l'humanité, en fait, et de l'organique. Mais justement, ce qui est intéressant au niveau de l'analyse, c'est justement ces limites-là. En raison de ces limites, nous, en tant que chercheurs, en tant qu'analystes, du coup, il y a possibilité de mener une réflexion et de réfléchir et de constater quelles sont ou quelle est l'empreinte que laisse un acteur au-delà même de toutes ces technologies et modifications de l'image. Mais est-ce que ça crée réellement, je crois que c'est vous, Christophe, qui l'avez évoqué, ou peut-être Hélène, je ne me souviens plus, mais est-ce que ça crée vraiment, il y a vraiment une liberté dans le jeu d'acteur? Est-ce qu'il y a une liberté dans la manière de monter, une fluidité dans le montage? Est-ce que ça crée vraiment ça, ou il faut un peu s'en méfier? Les deux, j'ai envie de dire. C'est Christophe qui évoquait le texte de Simon et Jean-Baptiste, effectivement, là-dessus. Et c'est vrai que, quand je pensais, quand on parlait des paradoxes, c'est vrai que dans les paradoxes qu'on trouve, c'est quand les comédiens qui se sont prêtés à la performance capture, par exemple, on a des retours complètement opposés. Il y en a qui disent, mais ça, c'est plus joué, je ne veux pas faire ça. Et il y en a d'autres pour qui c'est un retour d'un plaisir de jeu absolument incroyable. Donc, je pense que ça dépend des cas. Mais quand on voit, moi, quand je vois Benedict Cumberbatch allongé par terre sur son... qui est capté pour faire le dragon Smaug dans le Hobbit, et qui est... le plateau n'est que... Enfin, il faut voir les images sur YouTube, mais alors, tout est pour lui. Il est allongé par terre avec ses capteurs, et il y a je ne sais combien de caméras autour de lui. Et voilà, et tout l'espace est pour lui, et tout son corps joue. On enregistre absolument tout de son corps et de son visage, et on a l'impression d'une liberté à la fois dans les spatiales. Il y a même un moment, je crois qu'il y a un technicien qui passe trop près, qui s'excuse d'avoir frôlé Benedict Cumberbatch qui fait son dragon, et en même temps une liberté, un espèce de lâcher prise et de lâchage, il joue un dragon, quoi. On peut tout lâcher, quand on joue, il faut maîtriser quelque chose, mais je veux dire, il joue là, il y a des choses, des conventions humaines, sociales, dont on peut complètement se libérer dans l'interprétation, et je me souviens je sais plus, une des actrices qui jouait un singe dans Les Planètes des Singes, et qui disait qu'il fallait qu'elle trouve son singe intérieur, ou Terry Notary qui a beaucoup entraîné ces acteurs-là, et qui est très très fort en singe, et qui dit, en fait, quand on joue des singes, il faut se débarrasser de sa persona, c'est-à-dire il faut se débarrasser de tout ce qu'on a, tout ce masque social qu'on revêt pour laisser sortir, c'est ce retour à l'animal, laisser sortir, libérer comme ça des choses qui ne peuvent pas s'exprimer quand on joue un être humain. Et donc, il me semble qu'il y a une liberté aussi
à cet endroit-là. C'est-à-dire à la fois, parfois, avec effectivement, il faut que les gens lisent l'article de Simon et Jean-Baptiste, mais à la fois dans l'espace de jeu qui leur est offert, où tout à coup, dans certains cas, tout tourne autour de l'acteur. En fait, tout le plateau est libéré pour que tout de l'acteur soit enregistré et puisse servir ensuite à une créature numérique, et aussi une espèce de libération quand même dans le jeu, parce que quand on va incarner autre chose qu'un être humain, on peut laisser sortir d'autres éléments de soi en termes de grimaces ou de gestuels qui n'ont pas leur place quand on va jouer un personnage entre guillemets normal. Oui, et pour compléter ce que dit Hélène, le paradoxe aussi, c'est que plus de liberté, mais aussi en même temps, ce qui gênait certains acteurs, c'est le rapport aux partenaires, c'est-à-dire plus de liberté, mais peut-être parfois moins de partenaires. Souvent, les acteurs à l'ère du numérique jouent face à rien ou tout seul, comme ici l'exemple que Hélène vient de donner. Et ça aussi, c'est un paradoxe, c'est-à-dire pour l'acteur qui a été, ou au moins une certaine tradition de l'acteur qui a été entraîné justement à jouer avec l'autre et à se nourrir de l'énergie de l'autre, ou jouer avec les objets, avec les costumes, pour justement créer un personnage, on a un retour à une forme d'intériorité de ces acteurs-là qui n'ont plus rien auquel se raccrocher, puisqu'il n'y a plus de partenaires, il n'y a plus de décors, il n'y a plus de costumes. Et chercher les singes intérieurs amène aussi, paradoxalement, lorsque tout a disparu, à une forme d'abstraction comme ça et de retour sur soi qui est vraiment aussi intéressant pour les acteurs, mais parfois perturbant. Il y en a qui ont détesté ne jouer avec personne, jouer face à un écran vert ou jouer face à un scotch. Et puis, par rapport au dragon dont vient de parler Hélène, la question des personas, paradoxalement aussi, se repose sur deux exemples. Dans Beowulf, le Crispin Glover qui joue le démon, il joue un démon. Il pourrait là aussi se libérer comme on pourrait jouer le dragon, mais il se libère moins que ça finalement. C'est-à-dire que on reconnaît Crispin Glover derrière le dragon, le démon de Beowulf. Si on fait une étude comparative un peu de tous ces rôles, un peu de monstres qu'il a pu jouer dans Sailor et Lula ou dans d'autres films, on retrouve sa signature, son jeu derrière le démon. Donc il est aussi comme ça un peu prisonnier aussi de sa persona ou de son idiosyncrasie, de la même manière que Terry Notary, dont vient de parler Hélène, est prisonnier un peu de cette persona-là, puisque quand il joue un vrai rôle dans The Square de Ruben Östlund, la première Palme d'Or, il joue encore un singe. C'est-à-dire que même une fois qu'il Notary a un vrai rôle en live action, eh bien, il est encore prisonnier de cette persona de singe. Et ça aussi, c'était intéressant. C'est un autre paradoxe, c'est-à-dire à la fois l'acteur disparaît et l'acteur ne disparaît pas tout à fait, voire même le numérique crée des personas, comme Notary ici, une persona simiesque qui se retrouve même dans des films où il n'y a pas de performance capture. Oui, il en révèle, parce que moi, quand je me souviens, justement, quand je voyais Benedict Cumberbatch sur le sol, là, je me disais, mais en fait, il a quelque chose d'un peu reptilien, même dans le visage, en fait. Il a quelque chose, avec ses yeux comme ça en amande, et je trouve qu'il a quelque chose, il a un côté un peu serpent, un peu que je ne m'étais jamais dit en le voyant dans Sherlock ou dans des rôles. Et il me semble que elle peut aussi révéler certaines choses. Et pour rebondir juste sur ce que tu disais, Christophe, par rapport à jouer avec un partenaire ou pas, il y a eu quand même, dans l'évolution de la motion et la performance capture, on a travaillé à ce que ces capteurs puissent permettre justement plus de liberté, ou puissent permettre, par exemple, au départ, on enregistrait les gens dans un volume, dans une pièce qui était juste pour eux, et avec la planète des singes, par exemple, on a réussi à avoir des capteurs qui permettaient aux personnages d'aller en extérieur, donc dans les décors réels, et on a des images comme ça de Andy Serkis tout recouvert de capteurs, avec James Franco dans la forêt en train de... donc il y a un travail aussi de ces... ce qui n'enlève absolument pas ce que dit Christophe, effectivement, sur ses fonds verts et ses partenaires scotch, mais il y a aussi un travail pour intégrer, en tout cas dans le cas de certaines fictions, quand le décor s'y prête, pour intégrer les acteurs au décor réel. Juste sur le scotch, rapidement, avant de donner la réponse. C'est le capitaine Haddock avec son scotch. Juste sur le scotch, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'une nouvelle technologie comme ce qu'on dit dans le livre à plusieurs reprises, une nouvelle technologie comme la performance capture ou d'autres technologies ne font que réanimer
des procédés qui existent déjà dans le cinéma classique ou moderne, en tout cas non numérique. La technique du scotch, par exemple, reste celle d'un Bruno Dumont, par exemple. Bruno Dumont filme notamment Jeanne, et il le revendique dans ses entretiens. Jeanne est filmée, notamment la séquence du procès dans Jeanne en 2019, elle est filmée axe par axe, c'est-à-dire que les acteurs n'ont pas de partenaire. La petite Jeanne, quand elle joue face à ses juges, elle est toute seule. Elle regarde un scotch. Et Bruno Dumont dit, voilà, il y a des scotch bleus pour tel personnage, des scotch rouges. Même Christophe le chanteur, qui fait la bande-annonce, et la bande son, et qui joue aussi un des prêtres, eh bien, tourne son rôle longtemps après. Et c'est au montage, finalement, que tout se fait. Et ça, c'est Kuleshov qui l'a théorisé dans les années 20. Ouais. La technologie retrouve Kuleshov, tout simplement. Les acteurs qui ne jouent pas ensemble, eh bien, ça a toujours existé, en fait. De la même manière que la performance capture, ça a toujours existé. Même Hélène le disait, ça c'est très juste. Ça nous a amené, nous qui étions plutôt des spécialistes de stylistique, à nous intéresser qu'au résultat à l'écran. On s'intéresse beaucoup plus au non-film et au contexte de production, au témoignage et puis aussi au pro-filmique. Et puis, donc, quand on voit ces personnages avec des petites loupiottes un peu partout, ça fait écho à des... Donc, c'est très, très moderne, mais en même temps, c'est très, très ancien. Étienne Jules Marais, à la fin du 19e siècle, il posait les mêmes capteurs dans ses processus et dans ses expériences chronophotographiques. Donc, c'est un retour à 100 ans en arrière, même visuellement, c'est-à-dire que les combinaisons, bien sûr, ça a évolué, mais les combinaisons toutes noires des acteurs qui avaient des petits capteurs pour qu'ensuite le fusil chronophotographique capte leur mouvement à la fin du 19e siècle, on retrouve la même chose aujourd'hui, mise en abîme, en tout cas, illustrée dans des films comme Holy Motors, par exemple, où on a des petites séquences comme ça, un peu documentaires. Je vais vous poser une question, mais avant cela, pour introduire la question, j'aimerais que vous me racontiez, que vous m'expliquiez pourquoi, je le sais, mais c'est ceux qui nous regardent peut-être pas, mais pourquoi vous avez choisi ce monsieur pour la couverture du bouquin, et après, je vous poserai la question. Donc, pourquoi Marlon Brando? Qu'est-ce qu'il a à faire dans ce bouquin? Enfin, dans la couverture, en tout cas. C'est le plus grand, Marlon. Oui, c'est un pléonasme. C'est le boss des acteurs. Donc, Christophe, raconte, parce que je pense que c'est toi qui nous a amené ce film, en fait. Ouais. Oui, c'est moi qui avais proposé ce film-là, que je trouvais assez synthétique, finalement, de toutes les problématiques qui étaient les nôtres. Alors, d'une part, parce que, comme l'a rappelé notre maître à tous, Tristan Viviani, il y a eu un avant et un après Marlon Brando, ça tout le monde le sait. Marlon Brando illustre la plupart des ouvrages sur l'acteur, hein, sur la formation, une des éditions de la formation de l'acteur de Stanislavski, enfin en général, Brando est l'incarnation de cet acteur-là, mais d'un acteur particulier qui est l'acteur psychologique et organique, acteur du corps justement. Et c'était intéressant de montrer un Brando pixelisé, puisque justement un Brando abstrait, un Brando qui, paradoxalement, serait le contraire du Brando qu'on connaît, c'est-à-dire le Brando qui était le premier dans les années 50 à montrer son corps, sa transpiration, ses larmes, son intériorité de mauvais garçon dans un cinéma classique finissant. Et donc, cette image-là, elle est tirée d'un documentaire de Stephen Riley qui s'appelle Listen to Me Marlon, et on l'explique donc au début dans l'introduction, que Brando, à la fin de sa vie, s'était fait numériser le visage. Il avait annoncé, donc au début des années 2000, fin des années 90, il avait annoncé le mouvement de la performance capture, il avait annoncé la fin des acteurs, il avait annoncé ce qu'on vit aujourd'hui avec ce que les films ont théorisé, comme Le Congrès d'Harry Folman, en clonant Robin Wright, ou ce qui existe dans la vraie vie maintenant, avec les deepfakes, quand Bruce Willis vend son image pour aller jouer à sa place dans des pubs russes. Et donc Brando annonce tout ça au début des années 2000. Et cette image-là synthétise un peu tous les paradoxes du livre, c'est-à-dire à la fois cette question-là, l'opposition entre le corps organique qu'il a été, lui, et alors qu'il donne son corps à la science, et il devient un pur acteur abstrait avec cette belle... Il y a la qualité plastique de l'image aussi, cette poétique du pixel, ce bleuté, ces pixels, ces hologrammes qu'on retrouve dans plusieurs fictions. Ça incarnait aussi le refoulé du théâtral dont on parlait tout à l'heure, parce que Brando, ok, il se fait capter le visage, mais quand il se fait capter la voix, il se fait capter quelle voix? Il récite Macbeth. Donc il y a, même alors qu'il est à la pointe de la nouvelle technologie, qu'est-ce que la nouvelle technologie capte? Elle capte un corps et elle capte du théâtre, en tout cas des mots de théâtre, ce qui était quand même paradoxal. On aurait pu imaginer qu'une nouvelle technologie renouvelle tout. Mais il y a quand même toujours ce paradoxe-là, que la nouvelle technologie s'appuie quand même sur de l'ancien. Et donc voilà, c'est tous ces paradoxes-là, plus la puissance plastique de l'image, qui nous semblait intéressante pour introduire et synthétiser ce corps de synthèse que nous étudions tout au long de cet ouvrage. Mais il dit quelque chose, Brando, dans ce film.
il dit un truc, il dit quelque chose de très important par rapport à comment il voit. Il dit plusieurs choses. Il dit que ça va être la disparition des acteurs. Voilà, il a une dimension un peu prémonitoire, effectivement, dans ce que Brando annonce. Il dit, voilà, un jour, ce sera la fin des acteurs, vous verrez. Donc, le plus grand acteur qui annonce la fin des acteurs, c'était à la fois un prémonitoire, oui et non, prémonitoire dans le fantasme et les fictions qui ont suivi, mais pas vraiment prémonitoire dans la mesure où aujourd'hui, franchement, l'acteur n'a pas vraiment disparu, et pas du tout même. Et justement, la performance capture, c'est pas de l'animation, c'est pas du ex nihilo. Le programme informatique a toujours besoin du corps des acteurs. Et on voit qu'aujourd'hui, les acteurs sont, même dans les nouvelles technologies, sont là et bien là, qu'il y a maintenant, que les stars sont toujours là, et que ces fantasmes-là qu'ont pu mettre en scène des films comme Le Congrès ou Le Tic-Fec dont je parlais tout à l'heure, sont peut-être à craindre pour les années à venir, mais en tout cas, aujourd'hui, l'acteur n'a pas du tout disparu, au contraire. C'est ça qui est assez paradoxal là pour le coup. Et c'est pas la question que j'avais envie de vous poser. Je vais vous la poser, mais là vous m'avez, je rebondis parce qu'il y a une chose que j'avais pas soupçonnée. C'est par rapport, oui, au refoulé du théâtre. Mais c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que très souvent dans l'histoire du cinéma, il y a toujours cette espèce de séparation. Alors à tort ou à raison, je n'en sais rien, entre l'acteur et le comédien. Et très souvent et très vite, il y avait dès les débuts du XXe siècle, il y avait certains films d'art et c'était vraiment qui pour le coup n'avait pas forcément besoin de l'objet cinématographique, on était encore dans le théâtre. Et ce que je veux dire par là, c'est que ensuite le cinéma, c'est toujours non pas été contre le théâtre, mais en tout cas c'est le cinéma et le théâtre c'est autre chose. Et là, le fait que dans les textes du livre, il y a ce refoulé du théâtre, je trouve ça assez paradoxal et en même temps intéressant finalement que ça permet de revenir à ce qui était la base du théâtre alors qu'on est dans le cinéma. C'est quelque chose que je trouve là pour le coup effectivement assez paradoxal et qui peut ouvrir une espèce de champ de possibilités au niveau et peut-être ne plus séparer l'acteur et le comédien, que ça soit juste un corps. Ça aussi, après, vous pouvez ne pas réagir aussi, hein, c'est très bien. C'est intéressant, mais déjà, il faudrait nuancer, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu du théâtre dans le cinéma. De toute façon, Brando est un acteur de théâtre, à la base, quand même. Ses premiers films sont des adaptations théâtrales. Et puis, il y a eu quand même, au cinéma, toujours de la théâtralité. Tout dépend comment est-ce qu'on définit la théâtralité, mais par exemple, pardonnez-moi de vous interrompre, je vais prendre un exemple. Alors, il est ce qu'il est, il vaut ce qu'il... mais c'est souvent, c'est vrai, Alain Delon parle souvent de ça. Alors, est-ce que c'est dû à une frustration? Je n'en sais rien. Mais il dit souvent, non, moi, je ne suis pas un comédien, je crois que c'est ça, oui, je ne suis pas un comédien. Non, il dit plutôt, oui, je suis un acteur, ce qui veut dire pour le coup qu'un comédien, ça vient du théâtre, c'est plus classique, c'est plus élégant, et Belmondo, ça vient du théâtre, alors que lui, non. Enfin, il y avait et je trouve que le fait quand on sort du livre, il n'y a plus cette séparation. C'est ça qui est assez intéressant. Pour moi, comment voir maintenant aujourd'hui le corps et ne voir que ça en fait. C'est ça dont je voulais surtout vous parler. Les critères du théâtre sont très très différents. C'est-à-dire que ce dont parle Delon, c'est déjà une question de formation. Il n'a pas été formé et d'autres ont été formés. C'est aussi des questions de personnalité. Il dit cinéma, être star de cinéma, c'est une personnalité forte au service du cinéma. Donc la question de la cinégénie, de la personnalité, de la formation. Mais au niveau vraiment esthétique, moi j'opposerais vraiment la fragmentation du langage cinématographique. C'est-à-dire là où il y a du cinéma, c'est quand le corps de l'acteur est au service de la technique cinématographique, quand il est morcelé, quand il est monté, etc. Et là où il reste un peu de théâtre, c'est quand il reste un petit peu d'espace et de temps où l'acteur retrouve une partie du théâtre, mais ce ne sera jamais une pièce de théâtre filmée. Mais par exemple, quand l'acteur, par exemple, le plan séquence est, même s'il est très techniquement, et c'est ça qu'on retrouve aussi avec les nouvelles technologies, le plan séquence, quand on dit le retour à la liberté du théâtre, c'est quand l'acteur retrouve une portion de temps, de durée et d'espace où il peut laisser un peu libre cours à une continuité de son expression physique et vocale qui, dans une conception couléchevienne du cinéma, qui est celle de la cinématographisité, l'acteur est soumis au langage cinématographique, voire même, il peut être, c'est le fameux effet Kuleshov, en tout cas, une de ses conclusions, c'est que l'acteur peut être complètement trahi par le cinéma. Et donc, voilà, la théâtralité, elle se loge à ce niveau-là. Elle se loge aussi, comme je disais tout à l'heure, lorsque des textes de théâtre sont prononcés par les acteurs. Et donc, et tout ça n'a pas été complètement gommé dans le cinéma, puisque justement, le cinéma de Brando, le cinéma d'Elia Kazan, le cinéma de Jean Renoir sont du cinéma, mais qui restent quand même très, très influencés par le théâtre et qui, au niveau du jeu des acteurs, étaient déjà dans cette logique-là.
Alors, avant de vous poser la dernière question, je voudrais juste revenir sur la structure du livre. Je pense qu'il est important aussi de citer celles et ceux qui ont contribué au livre. Donc, il y a trois gros chapitres. Le premier chapitre est un art de la composition digitale, le morphing. Donc, il y a les textes suivants. Un jeu assisté par ordinateur, le morphing imperceptible, c'est écrit par Réjeanne Amus-Vallée. Old Not Obsolete, la star vieillissante du cinéma de science-fiction contemporain et l'obsolescence technologique, c'est écrit par Flavia Soubiran. Jean-Marie Samoki, qui est souvent venu chez Microciné, pour le coup, écrit un texte sur le morphing qui peine à apparaître. Il prend comme exemple le film de James Mangold en 2017, Logan. Le deuxième chapitre, c'est l'acteur de synthèse, partenaire virtuel au pluriel et corps artificiels. The Shell, donc Ghost in the Shell, donc de Benjamin Thomas, qui était déjà venu chez Microciné. Déshumanisation numérique, le tigre de synthèse de l'Odyssée de Pi d'Anglis et de Nathalie Bittinger. De quelques hologrammes cinématographiques, Blade Runner 2049, où l'acteur répliquant, c'est Estelle Dalleux. Et le troisième chapitre, la performance capture, capter la persona. Donc l'acteur de cinéma et l'image de synthèse entre remise en jeu et mise en scène au pluriel, c'est Jacques Demange. Trouver l'humain par la captation de son rythme, une étude de quelques interprétations d'Andy Serkis en performance capture, c'est écrit par Benoît Rivière. Hélène Valmarie, vous avez écrit un texte sur Andy Serkis et la performance capture, du personnage à la créature, de la persona à l'anima. Et donc le texte de Simon Danielou et Jean-Baptiste Massuet sur la performance capture et le jeu d'acteur dans la légende de Beowulf, Robert Zemeckis en 2007. Est-ce que c'est une libération de la mise en scène ou une inféodation au découpage? Et puis oui, là, ça va vous conclure après le texte. Je rappelle que c'est édité chez Presse Universitaire de Rennes. Enfin, vous avez toutes les informations dans le descriptif. Juste une question, est-ce que le travail numérique sur l'acteur, tous ces changements, est-ce que ça change aussi le rapport de travail entre l'acteur, entre le corps et le cinéaste? Est-ce qu'il y a un changement dans leur rapport, dans leur manière de travailler? Je pense que ça dépend aussi des cinéastes, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont parle notamment, encore une fois, dans le dernier texte, Jean-Baptiste et Simon. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que effectivement, on pourrait penser a priori que certaines conditions de tournage, et notamment la performance capture, pourraient permettre des moyens des méthodes de travail radicalement différentes. Et après, effectivement, selon les cinéastes, apparaissent des limites et apparaissent du coup des comportements ou des relations qui relèvent d'un cinéma qui n'était pas encore numérique. Donc là, je pense que c'est difficile de répondre à cette question sans prendre une vision très ample et quasiment exhaustive de la question et des cinéastes qui ont eu recours à ces méthodes-là. Mais c'est vrai que c'est une question qui mériterait d'être développée maintenant. Quel est l'impact? Parce qu'on s'est posé la question, quel est l'impact des nouvelles technologies sur l'esthétique, sur la mise en scène, mais pas vraiment sur la direction d'acteurs. On s'est intéressé à des cinéastes qui étaient plus férus de technologie que d'autres, hein, parce que quand même, ils reviennent souvent. Ang Lee, Robert Zemeckis sont quand même ceux qui ont été peut-être moins intéressés par la question de l'acteur que la question vraiment de la nouvelle technologie. Mais est-ce que là aussi, les modalités de direction d'acteurs classiques sont renouvelées ou sont prolongées? Ce serait quelque chose qu'il faudrait voir. En tout cas, ce qu'on peut dire, peut-être pas en termes de direction d'acteurs au moment du tournage, mais en tout cas au niveau de la post-production, on est plus vers des modèles de direction d'acteurs qui considéraient l'acteur comme une matière première, des cinéastes de la maîtrise, du contrôle, des cinéastes de l'image, comme disait Bazin. Les gens comme Zemeckis, Ang Lee sont des gens ensuite qui travaillent, ou même les autres qui travaillent au niveau de la post-production, travaillent ensuite une matière corporelle de l'acteur plus comme des peintres finalement que comme des metteurs en scène, puisqu'il s'agira ensuite pour eux de vraiment faire tout le travail au montage, en post-production. Et ça, en cela, ça les rapproche plus, encore une fois, de cinéastes classiques, de la maîtrise, comme des gens comme George Stevens, comme Fred Hitchcock ou comme Sternberg, qui déjà à l'époque, alors que les nouvelles technologies n'étaient pas de mise, avaient ce rapport-là aussi à l'acteur, de les traiter comme une matière première, en fait, comme un pur matériau, un pigment, une pure couleur comme ça dans leur palette de peintre en tant que super auteur.
Et c'est aussi voilà, un des paradoxes de la nouvelle technologie, parce qu'on a à la fois un retour de l'acteur, un acteur libre, hein, c'est par exemple ce que disent les gens comme Tom Hanks ou comme Jamel Debbouze, hein, c'est une sorte de retour un peu de la liberté de l'acteur, et en même temps des cinéastes quand même de la maîtrise, que c'est quand même eux, en tant que super auteurs, qui sont quand même garants de la touche finale créative. Moi, je veux bien rebondir, parce que votre question me faisait penser justement au texte de Réjeanne Amus-Vallée. Il me semble qu'elle prend l'exemple alors je ne sais plus de quel épisode du tournage, je ne sais plus quel épisode de Star Wars, où George Lucas se retrouve à diriger à la fois, donc dans une scène, Nathalie Portman et le garçon qui joue le jeune Skywalker, et elle raconte qu'en fait, il n'y arrivait pas à une prise satisfaisante où les deux soient bons. Et en fait, c'est pas grave. On va pas pousser l'acteur, le jeune acteur, pour trouver cette osmose à un moment donné. On va garder à la fois la prise où Nathalie Portman est bien et celle où son partenaire est bien. Et puis ensuite, en post-production, on va réussir à les rassembler. Et je crois qu'elle a une expression où elle dit on est passé d'une époque du montage où il fallait choisir telle prise ou telle prise à une époque où on dit on prend telle prise et telle prise, celle où Portman est la meilleure, celle où lui est la meilleure, et ensuite on va donc ça change. Oui, moi j'ai pas beaucoup d'exemples et pas de témoignages de réalisateurs sur ça, mais celui-là, il me semble qu'il dit quelque chose quand même du travail du metteur en scène avec l'acteur. Alors après, Lucas fait peut-être partie de ces gens qui, voilà, de ces amoureux des technologies et de l'image, et je ne sais pas quel était son rapport aux acteurs avant et si ce que ça a changé en fait fondamentalement, peut-être pas grand-chose, mais là ça quand même ça dit quelque chose. C'est-à-dire on va pas aller chercher, la direction d'acteur n'est pas si importante. Donc on va pas travailler l'acteur et faire durer le tournage et chercher des solutions jusqu'à ce que les deux soient bons ensemble. À partir du moment où il y en a un qui est bon à un endroit et l'autre à l'autre, c'est bon. On a la scène, ce qui est quand même voilà, particulier, ce qui pose des questions, oui, sur la direction d'acteur. Mais j'ai pas d'autres exemples à proposer pour contrebalancer ça, par exemple. Dans le texte de Réjeanne, il y a aussi l'anecdote d'un acteur français qu'elle ne cite pas, qui avait décidé de ne plus apprendre son texte et qui demandait que son texte soit positionné face à lui, notamment sur les vêtements de sa partenaire, etc., pour jouer tout en lisant. Et évidemment, il y avait le problème du regard, où on voyait avec les mouvements des yeux que l'acteur lisait, et que donc ce regard-là avait été corrigé numériquement. Mais là, encore une fois, comme disait Hélène, ça renvoie aussi au réalisateur lui-même. Est-ce que le réalisateur est prêt à accepter ça? Est-ce que l'acteur est prêt à accepter aussi que son image, ses expressions, son aspect physique soit modifié par la suite pour améliorer une émotion, etc. Là, ça dépend vraiment beaucoup de chaque cas. Mais là encore, je dirais que c'est pas nouveau, parce que les pense-bêtes, Brando en a fait déjà. Mais j'allais le dire, on allait finir sur encore le boss des post-it pour être spontané. Ouais. Mais on a effectivement le réalisateur de Avalon, hein, pour aller dans le sens de George Lucas, le réalisateur d'Avalon a complètement transformé, il a revendiqué, hein, a transformé le jeu de son actrice au montage, non seulement les traits, mais le jeu. Donc pour lui, finalement, peu importe si elle jouait mal ou pas. Mais là aussi, je pense que c'est un prolongement parce que le choix des prises dans Heat, par exemple, de Michael Mann, De Niro et Pacino, ils ont fait aussi je sais pas combien de prises, et ensuite on a pris les meilleures prises de Pacino, les meilleures prises et puis c'est le montage qui a relié ça. Alors maintenant, les nouvelles technologies permettent de mettre deux prises en une, mais comme le morphing, comme on le dit dans le livre, comme le morphing finalement a résolu des choses qui étaient avant résolues en un montage parallèle, mais au fond, ça n'est qu'une évolution, disons, technologique, mais l'idée reste la même. Donc, on revient encore une fois à des pratiques qui sont assez traditionnelles dans l'histoire du cinéma, qui est en fait du montage. Sauf que maintenant, ça se passe directement sur le corps de l'acteur, parce que le nombre de témoignages d'acteurs qui se plaignent d'avoir été bousillés au montage, Juliette Binoche encore, elle disait récemment qu'elle avait un jour joué pour Assayas dans un long plan séquence, et elle avait vu avec effroi qu'elle avait été montée, donc c'était pas bien parce que la fragmentation coupait
le rythme de son souffle, etc. Et qu'elle avait joué justement pour la durée, et que si elle joue pour la durée, elle ne peut pas être montée. Et les cinéastes ont toujours eu entre leurs mains le destin des acteurs au montage, même avant les nouvelles technologies. Et il me semble que les nouvelles technologies ne font que prolonger ce geste-là, mais qu'un George Lucas, il est dans le prolongement d'un George Stevens ou d'un Hitchcock, avec d'autres techniques. Paradoxe au pluriel sur l'acteur numérique, jeu, corps et persona, c'est un ouvrage collectif sous la direction donc de Christophe Damour, Arnaud Duprat et Hélène Valmaris, édité chez Pur Cinéma, presse universitaire de Rennes. Vous avez toutes les informations dans le descriptif nom de cette vidéo. Et je le dis très souvent, on a parlé de 0,001% de ce qu'il y a dans le livre, donc il faut être maintenant curieux et il faut cliquer et il faut vous acheter donc le bouquin. Merci beaucoup pour cet entretien. C'était vraiment un plaisir et on se dit à très vite. Merci à vous en tout cas. Merci aussi. Merci à vous. Merci beaucoup. Générique. Upper eyes in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.